La vraie question que je me pose, moi, mais qui est un dilemme, à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi refaire autant de choses ? Pourquoi refaire toujours une énième chaise et pourquoi refaire un énième canapé ? Espèce d'espace, un podcast de Ligne Rose et Contract, présenté par Max Flageolet pour découvrir les secrets de conception des plus beaux espaces. Aujourd'hui, on part dans le décor avec Chloé Nègre. Chaque grand architecte est nécessairement un grand poète. Il doit être un grand interprète original de son temps, de son jour, de son âge. Comment interpréter cette citation de Frank Lloyd Wright alors que les arts décoratifs apparaissent comme la nouvelle réponse à un besoin toujours plus fort d'originalité et d'identité ? Cette tendance a été initiée dans des projets hôteliers par des architectes d'intérieur qui se revendiquent également designers de mobilier et qui n'hésitent pas, d'ailleurs, à créer leur propre maison d'édition. Mais ce renouveau des arts déco, qui semble signer la fin du less is more de Mies van der Rohe, est-il compatible avec l'impérieuse nécessité de créer des espaces durables et responsables ? C'est ce à quoi nous allons essayer de répondre dans cet épisode avec mon invité, Chloé Nègre. Bonjour. Bonjour Max. Chloé, vous êtes née en avril 1983 à Orléans. Vous avez étudié l'architecture intérieure et le design à l'école Camondo, dont vous êtes sortie diplômée en 2007. Après un passage par Shanghai, vous intégrez le studio d'India Madhavi, que vous quitterez quelques années plus tard pour enfin assouvir votre désir d'indépendance. C'est ainsi qu'en 2015, vous lancez le studio Chloé Nègre, qui vous permet de développer votre propre langage. Un langage à part, structuré par le sens du détail, et empreint d'une élégance intemporelle que l'on retrouve aussi bien dans le domaine de l'hôtellerie, du retail que du résidentiel. En 2024, vous vous associez avec François-Xavier Fontbonnat pour créer l'Aclo, une maison d'édition qui a pour ambition de restaurer le mobilier d'excellence. Chloé, nous nous sommes rencontrés en décembre dernier à l'atelier Emmaüs, on s'était tutoyés. On continue comme ça si ça te va ? Ouais, je veux bien. Chloé, avant d'explorer tes projets, revenons un instant sur ton parcours. Comment t'es venue l'envie d'exercer ce métier ? Tu en rêvais déjà quand tu étais enfant ? Exactement. C'est quelque chose que j'ai formulé assez tôt, à l'âge, je pense, de 8 ou 10 ans. Et à cette période-là, mes parents restauraient une maison Renaissance et en parallèle faisaient construire une maison en Corse par un architecte qui était un disciple de Jacques Couel. Et je pense que forcément, le fait de traîner sur ces deux chantiers m'a un petit peu donné des envies. Et alors, est-ce que tes goûts se sont forgés pendant tes études à Camondo ou au fur et à mesure de tes expériences professionnelles ? Je pense après Camondo. L'esthétique qu'on nous enseignait était une esthétique qui était très intellectuelle en fait. Enfin, l'esthétique n'existait pas, c'était beaucoup de concepts et très peu de langage décoratif. D'ailleurs, je pense que si on utilisait le mot décorateur dans cette école, on était extrêmement mal vu. On va y revenir. Tu as travaillé avec des figures emblématiques comme Philippe Starck ou India Madhavi, si je ne me trompe pas. Est-ce que ces influences ont façonné ton regard sur le métier, tant du niveau esthétique que technique ? Forcément un peu. Alors Philippe Starck, c'était un stage, j'étais un bébé. D'ailleurs, on était en stage ensemble avec mon associé actuel, François-Xavier. Donc je pense que je regardais ça de très loin avec des grands yeux. Mais j'ai pu voir des méthodes d'aller chercher en fait des objets. Je travaillais avec Maud Bury à l'époque qui allait chercher tous les objets un peu fantasques qui intégraient les décors des restaurants qu'ils faisaient en Chine ou aux États-Unis. Et ensuite, avec India, je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur la manière de concevoir un lieu et de se repousser créativement ses envies et ses possibilités. Maintenant, j'avais une appétence déjà en arrivant chez elle pour des textures, des couleurs. Et donc, ça a nourri une envie qui était déjà là et je pense un œil qui était déjà le mien à ce moment-là. J'ai lu que tu avais été assez impressionné par le Café Germain qu'elle avait fait à l'époque. Exactement. À cette époque-là, et moi sortant de cette période, je pense des années 2000, 90-2000, où tous les espaces étaient très blancs. Je me souviens que j'allais souvent voir les boutiques de luxe rue du Faubourg Saint-Honoré, tout était en marbre blanc et noir, extrêmement froid. Et puis un jour, j'ai découvert le Café Germain avec cette grande sculpture jaune en plein milieu, et je m'étais dit, waouh, il y a enfin quelqu'un qui se permet de créer des lieux qui soient à la fois sophistiqués et joyeux, et audacieux et avec un peu d'humour, et ça m'avait beaucoup interpellée, ouais. Tu as participé cette année au salon Art Paris.
qui pour la première fois inaugurait un secteur lié au design. Jean-Paul Batte, le directeur général du French Design, qui en était co-commissaire, a écrit l'édito suivant à cette occasion. Qu'on les nomme artistes-décorateurs, designers, ensembliers ou architectes d'intérieur, on plébiscite leur talent dans une quête d'émotion et de savoir-faire d'excellence. Il aurait pu ajouter scénographe. Toi, comment est-ce que tu te définis ? Alors, par simplicité, je me définis par le diplôme que j'ai à Camondo, qui est un diplôme d'architecture d'intérieur et de designer. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas trop de limites et je trouve que c'est pas très important, en fait, les mots qu'on peut donner. L'essentiel, c'est de s'engager dans des projets. Et puis, est-ce qu'on est décorateur, est-ce qu'on est architecte, est-ce qu'on est ensemblier, on peut être tout à la fois. Alors justement, je sais pas comment ça se passe pour toi, bien que tu viennes d'y répondre, qui jongle entre différents domaines, mais j'ai l'impression qu'il y a dans nos métiers une forme de mépris ou du moins de malentendu entre architecture et décoration. Je te propose d'écouter ce qu'en disait Le Corbusier en 1953 dans un entretien à France Culture et on en parle ensemble après. Ce que je n'admets pas, c'est la décoration. Je suis en bagarre contre la décoration depuis longtemps. Toute ma jeunesse a été occupée à en faire et c'est pour en avoir fait que je suis devenu hostile. La décoration, c'est éminemment superficiel. C'est une chose plaquée dessus et qui occupe une place obsédante et immuable. Alors, dans les édifices publics, il est d'usage d'en faire pour consacrer les grandes personnalités reconnues par les grandes académies. C'est entendu, on n'est pas obligé de les avoir tous les jours sous les yeux. Mais, par contre, dans le logis, une décoration est obsédante, elle est là tout le temps. Je sais bien que les gens deviennent si inertes qu'ils finissent par ne plus même la voir. Et c'est là ce qu'il y a de fâcheux. Je rêve plutôt de personnes ayant une vie un peu stimulée et stimulante. Le Corbusier, entretien avec Georges Charbonnier sur France Culture, 1950-1953. Bon, on vient de l'entendre, il a un avis très tranché, Le Corbusier. Pour lui, la déco, c'est quelque chose de plaqué, d'envahissant, presque nuisible au quotidien. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense déjà qu'à son époque, c'est formidable d'avoir eu ces réflexions-là. Et je pense que tout est lié aussi à une période. Et c'était formidable de remettre en question un certain type de décoration extrêmement classique et qui existait. Je pense qu'il faut tout pour faire un monde aussi. Et qu'on peut avoir des approches très différentes et tant qu'elles sont sincères, elles, moi, me semblent intéressantes. Et j'aime beaucoup aller échanger avec des personnes qui ont des esthétiques et des univers très épurés. Le mot décoration ne me fait pas peur. Le fait de vouloir faire des choses parce qu'elles nous touchent simplement et qu'on essaye de véhiculer une émotion qui nous parle, nous amuse, nous anime, je trouve ça chouette. On en rigole beaucoup sur le mobilier avec François-Xavier où parfois on s'autorise à dire « Tiens, si on faisait ça juste parce qu'on trouve ça joli », qui est totalement à l'encontre de ce qu'on a appris dans nos études, mais parfois on peut se le permettre parce que ça nous fait plaisir aussi. Et je trouve ça bien de se faire plaisir. Parlons un peu des arts décoratifs. Au printemps 1925, l'Expo internationale des arts décoratifs et industriels modernes a marqué un vrai tournant pour le design français. Un siècle plus tard, cet héritage est toujours bien vivant. Toi, on t'associe souvent aux arts déco et tu as d'ailleurs pris la parole sur le sujet à Maisons et Objets cette année. Est-ce un héritage dont tu te revendiques ou as-tu d'autres influences artistiques ? Alors, l'héritage, effectivement, puisqu'en plus tu as très bien retranscrit tout mon parcours, l'héritage est certain, effectivement, moi, par ma formation, par l'école Camondo, qui est quand même reliée au Musée des Arts Décoratifs, qui est héritière de l'histoire de Nissim de Camondo, qui était un très grand collectionneur des arts décoratifs du XVIIIe siècle. Donc, je pense qu'il y a quand même une filiation qui est là, certaine. Ensuite, les influences au quotidien ne viennent, pour ma part en tout cas, ne viennent pas forcément du mobilier art déco, qui je trouve en plus c'est un peu un grand fourre-tout, on sait pas très bien quoi mettre dedans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui mettent un peu de tout dedans dès qu'il y a une forme un peu géométrique ou au contraire, enfin tout est mélangé. Mais je peux avoir des influences qui viennent de très très loin et souvent c'est plutôt des choses assez anodines que je peux voir un peu partout et sur lesquelles mon regard s'arrête. Alors comment vois-tu le retour de ce qu'on appelle le design lyrique, qui était célébré au moment d'Art Paris, qui valorise les savoir-faire et la poésie ? J'étais assez étonnée, j'ai trouvé ça très intéressant que ce soit formulé de cette manière par le French Design et par Jean-Paul Batte, justement.
j'étais étonnée. J'ai eu l'impression que c'était une découverte. Et pour moi, c'est quelque chose qui existe quand même depuis longtemps, qui est un héritage de grands décorateurs qui étaient là avant nous. Donc, j'avais pas l'impression vraiment que ce soit un courant nouveau. Mais il parle de retour, oui. Ouais, qu'on parle de retour. J'ai trouvé ça... Je l'avais jamais vu comme ça. Donc, peut-être que j'ai pas suffisamment de recul par rapport à, je sais pas, aux autres personnes qui travaillent autour de moi ou aux grands mouvements. Mais pour moi, c'est plutôt quelque chose qui est dans une pérennité, dans une continuité, effectivement, d'une transmission de génération de décorateurs en génération de décorateurs. Et d'architectes d'intérieur et de designers, appelle ça comme tu veux. Mais en soi, je trouve ça chouette. Mais tu peux, tout à fait. Ouais, j'aime bien. Tu as tout à fait le droit. J'aime bien. Si tu viens dans notre showroom, tu verras qu'il y a certaines pièces qui ont effectivement une recherche de poésie que j'apprécie et que les gens qui les découvrent aussi apprécient et qui découvrent peut-être un autre regard possible sur du mobilier qu'on peut appeler lyrique ou poétique. Alors, il ne s'agit bien sûr pas de confondre la décoration avec les arts décoratifs, mais est-ce que tu n'as pas un peu l'impression d'être enfermé dans cette image liée à l'ornementation et à un style un peu vieux d'un siècle ? Alors moi, pour tout te dire, ce que les gens pensent, je peux te dire, je m'en fous un peu. Enfin, si on veut me ranger dans un truc, qu'on me range dans un truc, moi, j'essaye de pas le faire. Et je le fais pas pour ça, en tout cas. Et je suis assez perméable à ce qu'on peut dire autour. Nous, tu sais, on travaille en équipe dans un bureau où on prend beaucoup de plaisir à faire ce qu'on fait sans réfléchir à comment ça va forcément être perçu. On répond aux contraintes de nos clients et aux demandes de nos clients, mais on va pas chercher à rentrer dans une catégorie ou une autre. Donc on peut avoir une signature même très différente d'un projet à l'autre sans s'en soucier. Et alors, qu'il s'agisse de mobilier ou d'espace, comment on reprend une influence sans faire un copier-coller et avoir l'impression de refaire la même chose que ce qui a déjà été fait ? Comme des hôtels, par exemple. Alors la vraie question que je me pose, moi, mais qui est un dilemme, à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi refaire autant de choses ? Pourquoi refaire toujours une énième chaise et pourquoi refaire un énième canapé ? Alors j'en fais un peu tous les jours, mais j'essaye quand même toujours d'avoir ça en tête, de me dire qu'est-ce que je vais aller chercher, sachant qu'il y a tellement de choses qui existent déjà et qu'on voit tellement de choses tous les jours. Et j'essaye surtout de ne pas vouloir réinterpréter quelque chose que j'ai vu. Donc je vais plutôt aller chercher à me nourrir ailleurs que dans de la déco. Je trouve ça assez important. Et ensuite, nous, dans notre manière de dessiner les choses, on est vraiment dans une approche très intuitive, qui est vraiment de l'ordre qui est très joyeux. On est plutôt sur quelque chose qui nous amuse et qui est un jeu, et de confronter des choses et de s'autoriser sans vraiment avoir de limites. Mais on va pas essayer de regarder quelque chose pour se le réinterpréter, le faire à la sauce Chloé Nègre. Ça, c'est valable pour le mobilier, mais aussi pour les espaces, pour les hôtels, hôtels également. Exactement. C'est vraiment dans notre démarche de travail. Alors, à propos d'hôtels, je suis retombé en préparant cet épisode sur un recueil de nouvelles publié par le journal Le 1 en 2019 sous le titre « Une nuit à l'hôtel ». À la dernière page de la dernière nouvelle, on peut lire ceci. Je ferme la fenêtre et regarde enfin la chambre dans laquelle je vais dormir. 2 fauteuils en cuir dur, une armoire de bois sombre, un lit taillé dans le même bois recouvert d'un tissu en faux satin aux larges rayures rouges et ocre, le même que celui des rideaux. Rien ne me semble pouvoir accueillir ou refléter les émotions du jour, mais ce n'est sans doute pas le rôle d'une chambre d'hôtel. Valérie Zenati, Le miroir de Cirta, 2019. Est-ce que les hôtels imaginés par le studio Chloé Nègre ont vocation, sinon à refléter des émotions, du moins à en créer ? En créer, certainement. Refléter, c'est difficile parce qu'on arrive chacun avec notre petit bagage d'émotions de la journée, et d'un jour à l'autre, ça peut être très différent. En créer, c'est certain. Et on a ouvert cette année un showroom qui est aussi notre bureau et qui est un espace dans lequel on aime recevoir des gens. Et c'était très touchant parce qu'en général, nous, quand on crée des lieux, on livre le chantier et puis ensuite on s'en va. Donc on a quelques retours, mais finalement assez peu et qui ne sont pas en direct. Et là, pour la première fois, on reçoit chez nous dans un espace qu'on a totalement dessiné, où en plus, comme on était nos propres clients, on est allé assez loin sur les curseurs créatifs et de choses qui nous faisaient vraiment plaisir. Et c'était très émouvant de voir et d'accueillir les émotions transmises en fait à des personnes qui rentrent chez nous sans nous connaître, sans connaître forcément l'espace, et qui vraiment nous disent pratiquement systématiquement, sans vouloir nous jeter des fleurs,
qu'on se sent bien, qu'on se sent valorisé. Et ça a été une vraie découverte. Et ça, on en est très, très heureux. Je pense que c'est parce qu'on fait les choses avec beaucoup d'amour et que forcément, ça ressort quelque part. Enfin, j'espère. Alors, on lit souvent à propos de ton travail que tout part d'une sensation, d'un détail, d'une intuition. Quel processus créatif est à l'œuvre quand tu abordes un nouveau lieu, un nouveau projet ? Sur quoi reposent tes premières impulsions ? Je pense que c'est 2 choses principales qui sont le lieu en tant que tel et notre client, ce qui est très important. On dit toujours qu'en fait, on va retranscrire le projet de notre client dans un lieu au travers de notre regard. Et je pense qu'on arrive à avoir justement une signature qui est souvent assez différente d'un lieu à l'autre grâce à ça. Et ça nous permet aussi de nous réinventer à chaque fois et de participer à ce fait de s'amuser. Donc de créer une identité propre à chaque espace. Exactement. Alors précisément, est-ce que tu peux nous résumer en un mot l'identité de l'hôtel Beauregard ? L'hôtel Beauregard, c'est décalé. L'hôtel Bienvenue ? L'hôtel Bienvenue, il est accueillant. Et l'hôtel Saint-André-des-Arts ? L'hôtel Saint-André-des-Arts, il est pop. Tu dessines du mobilier pour chacun de tes projets. Est-ce que c'est un des éléments qui te permet justement d'affirmer l'identité spécifique de chaque lieu ? Exactement. C'est arrivé un peu par défaut, parce qu'en fait, on est plus efficace à dessiner nos meubles qu'à les chercher. Et puis, je pense que c'est aussi l'apprentissage que j'ai eu par ma formation à l'école et puis par les différentes agences dans lesquelles j'ai travaillé. Ça nous permet de maîtriser les coûts aussi parce qu'on se fixe des objectifs financiers parce que ça fait partie du boulot. Et puis de raconter une nouvelle histoire à chaque fois et d'avoir effectivement une signature différente. Et tu fais que du mobilier sur mesure ou tu chines aussi parfois un peu ? On chine, je dirais que c'est 90% de mobilier sur mesure, 10% de pièces chinées. Je trouve assez intéressant justement pour ne pas avoir non plus une signature qui est trop marquée et tout d'un coup qui serait peut-être un peu trop parfaite, d'aller la détourner en la confrontant à des pièces qui ont déjà eu une vie quelque part et qui sont souvent des pièces qu'on trouve aussi, nous, par surprise, au gré des recherches, quoi. À propos de dialogue entre espace et mobilier, j'aimerais te lire cette phrase du journaliste Lionel Blaise sur Pierre Gariche, extraite du très beau livre publié chez Norma Éditions. Sa force réside dans le fait qu'il va concevoir les meubles et luminaires en tant qu'architecte d'intérieur. Ce n'est pas la forme qui prime, mais l'effet qu'elle induit dans l'espace qui l'accueille, y compris quand celui-ci n'est pas déterminé. Est-ce que toi aussi, quand tu dessines du mobilier pour un hôtel, tu imagines qu'il puisse être accueilli dans un autre espace ? Alors justement, c'était tout l'objet de la création de Laclos, notre maison d'édition. Et cette association avec François Xavier, c'est qu'on avait par habitude de dessiner du mobilier à l'agence, effectivement, pour des projets, qui est un mobilier qui n'est pas, je dirais, mis au point de la même manière qu'un meuble qui doit être vendu comme un meuble d'édition. Donc j'avais envie de pousser le curseur un peu plus loin, parce qu'une console qui est faite pour une chambre d'hôtel, qui doit répondre justement à des problématiques de coût, à un planning, à énormément de contraintes que tu connais par cœur, ne peut pas avoir le même précision et le même niveau de détail et d'intention, à mon sens, qu'un meuble d'édition où sur une chaise, on va faire 7 à 8 prototypes et puis attendre d'avoir la pièce parfaite avant vraiment de la lancer. C'est un peu dans ce sens-là qu'on a créé cette maison d'édition en parallèle. Et puis, les choses se répondent justement puisque certaines pièces, parfois, qui sont créées pour des hôtels, on se dit, bah tiens, celle-là, elle mériterait d'être un peu plus poussée parce qu'on s'imagine très bien la mettre dans un projet résidentiel ou la proposer à d'autres décorateurs. Mais ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu peux aussi dessiner un mobilier qu'après tu vas mettre dans un projet d'hôtel, ou pas. Ça marche dans les deux sens. Tout fonctionne, on s'autorise tout. Et alors, même changer d'avis. Tu as bien raison. Tu l'as dit, tu es donc aussi éditrice de mobilier. Tu rencontres quels défis dans la production et la distribution de ces pièces d'excellence ? Alors, j'ai eu la chance de m'associer avec François Xavier, qui est excellent sur tous ces sujets. Donc, c'est vraiment lui qui prend cette casquette-là. Et je l'en remercie au quotidien. Sur les sujets logistiques, je pense que tout le monde qui a touché un tout petit peu à ce type de sujet connaît toutes les complications. Sur la partie production, chaque pièce de mobilier est une rencontre avec un artisan. Parce qu'on a vraiment créé cette maison comme un élan un peu presque vital de se dire, voilà, on a chacun nos expériences, les artisans avec lesquels on a eu l'habitude de travailler. Aujourd'hui, si on crée cette maison, quelles sont les choses qu'on veut mettre en place et qu'est-ce qu'on va raconter de plus, justement, que
tout le reste. On s'est posé ces questions-là et donc on a décidé d'être entreprise à mission et donc d'intégrer des valeurs sociales et environnementales dans les statuts de l'entreprise. Et donc on s'engage sur des sujets de transmission, sur 3 piliers qui nous sont chers, qui sont la transmission des ressources naturelles aux générations futures, la transmission des savoir-faire et la transmission des pièces de mobilier dans le temps. Pour certains, ça va être une contrainte. Pour nous, c'est un atout et un intérêt particulier. Ça nous permet de travailler avec des artisans qu'on adore, dont on a envie de défendre les savoir-faire et dont on a envie d'aider à accompagner leurs activités aussi de manière économique, en se disant que sur certaines boîtes qui ont des savoir-faire magnifiques, certains peuvent être très fragiles et être à 2 doigts de déposer le bilan chaque année parce que une mauvaise année, être un peu trop dépendant d'un déco ou d'un autre peut être compliqué. Et on se sent responsable de ça et c'est challengeant. C'est aussi des contraintes parce que on s'engage avec eux et on n'a pas toujours le même langage, les mêmes attentes, mais en fait, c'est pas très grave. Et c'est des aventures humaines qu'on trouve passionnantes quoi qu'il arrive. Tu n'as jamais eu envie de dessiner pour un éditeur de mobilier avec une fabrication industrielle et une diffusion plus large ? L'occasion ne s'est jamais présentée. Mais ça pourrait se faire et je pense que ce serait très intéressant et je dis pas que je le ferai pas. Alors, les meubles et les objets que tu dessines, que ce soit pour tes projets ou pour ta maison d'édition Laclos, ont tous vocation, tu l'as dit, à transmettre une émotion. Si tu veux bien, on va explorer un peu ton rapport personnel et émotionnel aux objets. Alors, pour commencer, quel est l'objet culte que Chloé Nègre aurait rêvé de dessiner ? C'est marrant parce que je m'attendais un peu à ces questions que tu as posées au précédent interviewé. Je me suis rendu compte que je n'étais pas très matérialiste, en fait. J'aimais pas tant que ça les objets, moi-même, personnellement. Bref, l'objet que j'aurais rêvé dessiner, il y en a beaucoup. Alors, il y a des lieux, il y a pas mal de lieux où je me dis, quand j'y vais, je me dis, ah là, ça, je trouve ça vachement bien. Souvent, c'est même pas des lieux qui sont dessinés par des décorateurs et je trouve que c'est assez génial. Sur des objets, j'ai pas de grande évidence, mais néanmoins, je me suis rendu compte que j'avais une table basse en double. Donc, c'était peut-être un signe qu'il y a une table basse de Tommaso Barbi qui est très belle, qui est un designer italien des années 60, 70, avec un contour en céramique, des inserts en laiton et puis un grand plateau en miroir. Et c'est une table que j'aime beaucoup et beaucoup de gens la remarque aussi, et elle est dans notre showroom et elle est aussi chez moi. Donc, il y a un truc. Alors, même si tu n'es pas très matérialiste, est-ce qu'il y a un objet que tu as toujours sur toi ? Alors, j'ai un bracelet qui appartenait à ma mère, tu vois, qui est un jonc en or très simple, qui lui appartenait. Et je crois que je l'ai toujours vu le porter quand elle était petite. Et puis un jour, elle me l'a offert et je ne le quitte pas. Je t'ai demandé aussi d'apporter un objet avec toi aujourd'hui. Tu peux nous le décrire ? Tout à fait. C'est un objet qui est un petit cadeau pour toi, Max. C'est gentil. Et en fait, tu l'as peut-être déjà vu chez nous. C'est une petite grenade en céramique. En fait, c'est un clin d'œil parce que dans notre première collection, on avait fait un très grand chandelier en céramique, comme un grand bouquet de grenades qu'on fait avec un artisan italien à Naples, qui est un homme assez incroyable et passionnant. Et donc, ces grenades... qui était le symbole du lancement de notre marque et de notre collection. On s'est rendu compte qu'elle touchait beaucoup de gens par la symbolique de la générosité, par la symbolique qu'elle pouvait transmettre aussi de longue vie, de longévité. Et on a pris l'habitude d'en avoir toujours un peu avec nous au bureau et puis on les offre aux gens qu'on apprécie qui viennent nous voir. Eh bien, je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a un objet qui te fait peur ? Peut-être mon téléphone. Pourquoi ? Parce qu'il peut vite... nous happer et nous empêcher de regarder ce qui se passe autour de nous. Quel est l'objet ou le mobilier que tu ne décideras jamais ? Je pense que je ne dessinerai jamais une voiture. Et c'est quoi ton obscur objet du désir, le truc dont tu rêves, mais impossible à assumer ? Parce que j'ai entendu à une conférence que tu avais faite que tu avais envie de faire un voyage transatlantique en paquebot. Ouais, on dit des drôles de trucs. Parce que le paquebot, c'est pas très développement durable. C'est pas terrible. Mais je me suis dit que ce serait peut-être quelque chose qu'on ne peut pas avoir et qu'on doit voler. Ah, c'est pas mal. Donc... et tu volerais quoi, là ? Je volerais, je pense, un tableau de Kees van Dongen. Très bien. On va dire au conservateur de faire attention.
Tu as fait partie cette année du jury du concours SINA, révélateur des jeunes talents, un concours qui met au défi les designers de moins de 35 ans d'imaginer l'objet qui traverserait le temps, en fait du design qui existerait encore dans 50 ans. Alors ça serait quoi, selon toi, l'objet qui pourrait durer ? C'est une colle, je me suis même pas posé la question alors que j'étais... Alors, est-ce qu'il y en a eu un ? Est-ce que finalement, dans les lauréats, je trouve ça hyper projet, difficile. Un objet de design Vraiment, qui je me pourrait suis durer. dit que c'était une question qui était très difficile et qu'il fallait être un peu prétentieux pour se dire qu'on dessine, au moment où on le dessine, un objet qui serait encore là dans 50 ans. Néanmoins, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, tous les jours. Donc, tu vois, je peux vraiment me contredire. Nous, on dessine, on a un canapé, en fait, qu'on adore, qui est fabriqué dans les Vosges, qui est un canapé houssé dans notre collection. Et on se dit que c'est un canapé qu'on veut être une pièce qui est transmissible de génération en génération. Donc, effectivement, je me contredis toujours. On va reparler de transmission après. Avant ça, il faut noter qu'il est devenu incontournable pour les architectes d'intérieur de se poser la question de l'impact environnemental des espaces et des mobiliers qu'ils dessinent. Tu l'as dit, c'est pour ça que vous êtes entreprise à mission. Donc de penser leur création pour qu'elle soit durable. Est-ce que tu es confronté à l'idée reçue, c'est même plus qu'une idée reçue, c'est une légende urbaine presque, selon laquelle une démarche éco-responsable serait forcément coûteuse et incompatible avec la maîtrise d'un budget ? Et comment est-ce que tu combats cette idée ? Vaste sujet. Vaste combat, vaste galère, mais néanmoins passionnant. Je pense que le problème, c'est l'approche du coût et la répercussion du coût dans le temps. Donc j'ai tendance à expliquer, mais bon, je suis ni ingénieur ni économiste, mais j'ai tendance à expliquer qu'il faut quand même réfléchir aussi sur un investissement long terme et que souvent, on ne peut pas nier que les solutions les plus durables, par définition, sont celles qui vont peut-être coûter un peu plus au départ, mais qu'on gardera plus longtemps. Alors, tu signes aussi des projets résidentiels comme cette villa corse visible dans le magazine AD où l'on aperçoit un canapé Togo dans un décor à la fois brut et raffiné. Ce projet a d'ailleurs contribué à ta nomination dans la prestigieuse liste AD 100 cette année. Qu'est-ce que cette maison dit de ton rapport au paysage et à la nature ? Je pense que cette maison... Alors, parle de différentes choses. Effectivement, du rapport au paysage, mais c'est pas moi qui ai construit la maison, mais parle plutôt de mon rapport à l'architecture. Ce qui était très important, c'est une maison qui date des années 60, qui est implantée au bord de la mer, dans le sud de la Corse, dans un coin que je connais très bien, qui est un paysage magnifique et qui, moi, me touche beaucoup. Et l'idée de cette maison, c'était d'avoir une écriture plutôt brutaliste et finalement de raconter peu de choses à part des volumes et des ouvertures sur l'extérieur. Donc mon objectif quand on a rénové cette maison, c'était de se dire qu'il fallait qu'on ait l'impression qu'elle n'avait pas été rénovée et qu'elle était restée telle qu'elle était, mais néanmoins de lui apporter les besoins et les conforts d'une famille pendant ses vacances aujourd'hui en 2024 ou 2025. Et c'est un projet qui était pourtant avec des très gros travaux, mais qu'on a essayé de faire tout en finesse. C'était très, très intéressant. Alors, il y a un autre projet dont tu es très fier, je crois, c'est la boutique Théo Cabanel. Tu peux nous dire en quoi la scénographie d'une boutique diffère-t-elle de celle d'un hôtel ou d'un projet résidentiel ? Alors, je suis fière de tous mes projets, déjà. Mais c'est vrai que cette boutique était un très joli projet, une très belle rencontre avec cette marque de parfum Théo Cabanel, qui est justement aussi engagée sur les sujets environnementaux dans ses compositions, dans la composition de ses flaconnages, de ses emballages. Donc c'était une très belle rencontre avec Caroline Ilacqua, la fondatrice, et qui nous a permis justement d'aller chercher pas mal de contraintes, de choix de matériaux, de prise de décision sur l'infrastructure de la boutique pour essayer d'avoir un impact environnemental moins pire, on va dire. Donc c'était super intéressant. Et je dirais qu'ensuite, sur une signature de boutique, on répond vraiment à une écriture de marque et à une esthétique d'une marque et aux valeurs d'une marque. Ce qui peut arriver sur certaines marques hôtelières aussi, d'ailleurs. Donc on a un prisme, un angle d'attaque qui est un peu différent. Alors que sur un hôtel, on va raconter une histoire donc, qui sera en relation, quand on travaille avec le groupe touriste, par exemple, on raconte une histoire qui est en relation avec leur identité de marque, leur type de clientèle. Mais néanmoins, on prend un peu leur code et puis on va les tordre un peu plus pour s'amuser avec. On parle du groupe touriste, justement. J'ai lu aussi une fois que tu avais dit que quand tu imaginais un hôtel, tu t'imaginais comme une touriste dans la ville où était l'hôtel. C'est vrai, ça ?
Totalement. Alors si c'est un hôtel de tourisme, totalement. Alors je le fais pour pas mal de lieux, mais sur les hôtels principalement, je trouve que c'est assez important de se mettre à la place des gens qui vont vivre dans l'espace que tu dessines pour qu'ils s'y sentent bien. Tu parlais tout à l'heure de transmission. Dans l'excellent podcast Le goût de M de Géraldine Saratia, l'écrivaine Blandine Rinkel, qui vient de publier La Faille chez Stock, parle de la difficulté de transmettre des objets en dehors du cadre familial à cause d'une taxation à 60%. Alors que beaucoup de jeunes adultes se posent la question d'avoir ou pas des enfants, dans un monde déstabilisé par des crises politiques et environnementales, est-ce que cette idée de transmission hors du modèle traditionnel, ça te parle ? Ah, totalement. Moi, je pars vraiment du principe que la famille est une cellule élargie. Donc, tes amis sont ta famille, tes proches sont ta famille. Tu rencontres au gré de ta vie différentes personnes qui viennent se connecter à toi. Et j'ai une vision familiale, en tout cas, et donc de la transmission qui est assez large. Pour rester sur la transmission, et avant qu'on se quitte, je voudrais te demander une dernière chose. Quel conseil donnerais-tu à un ou une jeune architecte ou architecte d'intérieur ou décoratrice qui rêverait de suivre ton parcours ? Alors, je lui souhaiterais beaucoup de courage. Je lui dirais qu'il va falloir travailler parce que c'est un métier qui est passionnant avec un champ d'action qui est très très large et qui demande pour ces raisons-là de travailler beaucoup. Et je lui conseillerais d'aller sur les chantiers, de se confronter à la réalité de ce qu'on fait. Je lui expliquerais que ce métier est loin des images qu'on voit dans la presse ou sur Instagram, que c'est une toute petite partie à la fin du projet, mais que souvent c'est des années de travail avant d'arriver à une photo. C'est déjà la fin de cet épisode. Merci Chloé de nous avoir nourri de tes expériences singulières et de ton attention au monde qui t'entoure. Chaque mois, dans Espèce d'Espace, pour découvrir les secrets de conception des plus beaux espaces, je reçois une personnalité de l'architecture d'intérieur, du design ou de la décoration, mais pas seulement. Je suis Max Flageolet, directeur de Ligne-Rosay Contract. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la description, ainsi que les références citées dans l'émission. Et ne manquez pas les prochains épisodes, abonnez-vous, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Allez, salut! Salut Max!